Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 14h pour parler avec nos invités d'abord de l'affaire de Tourcoing, respect de la laïcité à l'école, est-ce une mission impossible? Et les violences bien sûr face aux professeurs. On parlera aussi plus largement des coupes dans le budget de l'éducation nationale avec notre invité Yanis Roder, agrégé d'histoire, professeur en réseau d'éducation prioritaire depuis 25 ans. Et il sera là pour répondre à nos questions. Ensuite, on va parler évidemment du budget qui a été présenté par le gouvernement de Michel Barnier. Tout le monde passe à la caisse. Qu'en pense en l'occurrence Henri Sterniak, économiste atterré? Est-ce davantage d'impôts qui vont sauver la dette? Ça, on le verra tout à l'heure. Et puis, en deuxième partie d'émission, on va parler de la guerre des gangs, de ces tueurs à gages de 14 ans, de la violence dans la société avec Georges Fenech, ancien magistrat, auteur de L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques, police-justice. Si vous souhaitez réagir, posez vos questions, contactez le standard 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est pour parler de la difficile laïcité à l'école. Il s'agit de Yanis Roder, agrégé d'histoire, professeur en réseau d'éducation prioritaire, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et auteur de Préserver la laïcité aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, cette affaire qui défraie la chronique d'une élève qui gifle une professeure qui lui demande de retirer son voile. Et puis, évidemment, on se rappelle de Gabriel Attal, qui avait fait de l'abaya son cheval de bataille lorsqu'il avait fait un bref passage à l'éducation nationale. Est-ce que la laïcité à l'école, c'est possible ou c'est vraiment difficile? Non, c'est tout à fait possible, bien sûr, et les enseignants tous les jours, par leurs enseignements, par leur posture, par leur discours, en font la démonstration. Néanmoins, ça n'empêche pas de regarder le réel en face. Et le réel en face, c'est qu'une partie conséquente de la jeunesse, aujourd'hui, notamment lycéenne, a du mal à comprendre les objectifs, les enjeux autour de la laïcité et même a du mal à comprendre ce qu'est ce principe de laïcité. Ouais. Je me souviens très bien d'un sondage de la LICRA, qui avait été fait par la LICRA et son journal Le Droit de Vivre en mars 2021, qui disait que 52% des lycéens interrogés pensaient que ce serait bien que chacun puisse venir couvert ou portant le signe manifestant une appartenance religieuse qu'il voulait. Voilà. Donc il y a vraiment on va dire un décalage entre ce qu'est le principe de réalité, les enjeux, les objectifs et la compréhension qu'en a le jeune public. Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps qu'on entend ce débat, ces inquiétudes sur la laïcité à l'école, les référents laïcité qui devaient être face aux élèves, la difficulté qu'ont les professeurs d'aborder certains sujets, les drames aussi des professeurs tués. Évidemment, il y aura l'hommage ce mois-ci pour Dominique Bernard et Samuel Paty. Est-ce que c'est il y a un vrai problème à la fois de méthode, mais aussi d'incompréhension finalement entre générations peut-être sur le principe même de laïcité? La question, c'est de savoir si c'est un problème générationnel ou un problème d'âge. Ça, on le saura à l'avenir seulement. Mais de fait, oui, vous avez raison, il y a un problème. C'est-à-dire que nous avons du mal, je crois, d'une manière générale, à faire dépasser dans l'esprit des élèves le modèle anglo-saxon, et pour dire les choses clairement, le modèle nord-américain, qui n'est pas construit de la même manière, où effectivement, ce modèle est basé uniquement sur la question de la tolérance et pas de la construction de la citoyenneté. Il n'y a pas de construction de citoyenneté aux États-Unis. Nous avons un système qui construit la citoyenneté, qui considère que les enfants, quand ils arrivent à l'école, sont en construction justement de cette citoyenneté. Et donc doivent être préservés des influences extérieures, quelles qu'elles soient, de manière à ce qu'ils construisent leur libre arbitre. Et ça, c'est difficile. C'est ce qu'on appelle finalement l'émancipation, tout simplement. La République française, par son école, propose l'émancipation. Et ça, c'est difficile à comprendre pour les élèves. Donc, il y a un gros effort de pédagogie à faire, comment faire passer ces idées par l'éducation nationale, donc effort qui est en train d'être fait en réalité, après le gros effort de formation qui a été enclenché par Jean-Michel Blanquer et qui a été poursuivi par les ministres qui ont suivi. Il y a maintenant un gros effort à faire sur le discours et la pédagogie.
Ce discours, cette pédagogie, comme vous le dites, il est attaqué par un modèle dominant, le modèle anglo-saxon, communautariste. La laïcité à la française, c'est un peu l'exception culturelle française. On a l'impression que c'est un modèle extrêmement minoritaire au niveau international. Alors, la laïcité n'est pas un modèle minoritaire, puisqu'on peut considérer que tout État qui sépare le religieux et le politique est laïque dans les faits. Mais effectivement, le concept français de laïcité, le principe de laïcité à la française, est particulier parce que c'est l'école qui joue un rôle essentiel. Pour dire les choses le plus clairement possible, nous sommes construits, la laïcité française s'est construite contre l'intervention du religieux, avec l'idée que nous allions, par l'intermédiaire de l'école, construire les futurs citoyens, leur permettant de se libérer de ce qui les détermine dans leur famille, dans leur milieu, économiquement, socialement, culturellement, religieusement. Voilà, ça c'est notre modèle. Et donc, d'où la nécessité de mettre à distance juste le temps de l'école, ce qui vous détermine, ce que vous pensez qui vous détermine en premier lieu, de manière à vous mettre en position de recevoir les enseignements qui, eux, sont basés sur la science, et uniquement sur la science et la raison. Le modèle anglo-saxon, il est totalement différent. Dans le modèle anglo-saxon, si j'ai 30 secondes, aucun médium, aucun moyen n'intervient dans ce que vous êtes dès votre naissance. C'est-à-dire que vous naissez juif ultra-orthodoxe à Brooklyn, vous naissez mormon à Salt Lake City, et bien vous allez rester, à moins d'une démarche tout à fait personnelle et très exceptionnelle, vous allez rester ça toute votre vie sans parvenir à vous détacher de cela, parce qu'il n'y a aucun moyen de se détacher de ça qui vous est proposé. Et proposé est le terme très important, c'est-à-dire que l'école de la République, elle n'impose rien, elle propose, et chacun en dispose comme il l'entend. Pourtant, c'est pas ce qui est vu comme ça. On a l'impression aujourd'hui que cette école républicaine, elle est un peu une terre de bataille, justement, pour montrer les limites. Est-ce qu'il n'y a pas, depuis des années, une sorte de déni par rapport à l'intérêt que certaines communautés, certains groupes religieux montrent vis-à-vis de l'école républicaine, sans compter, bien sûr, tout ce qui est de l'ordre des écoles privées? Je pense qu'il y a eu déni pendant des années, vous avez raison. Mais je pense qu'aujourd'hui, et notamment depuis les assassinats de Samuel Paty, puis l'an dernier de Dominique Bernard, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience assez générale, en tout cas au niveau des institutions. Les ministres qui se sont succédés à l'Éducation nationale en étaient ou en sont tout à fait conscients. Il y a des, je sais pas, des mouvements, des officines, je ne sais pas comment le dire, nommons les choses, islamistes, qui ont intérêt à fracturer l'école de la République. Pourquoi? Parce que pour eux, les enfants qu'ils voient et qu'ils essentialisent comme d'origine, comme étant musulmans, ne doivent pas s'écarter de ce qu'ils considèrent être leur identité indépassable. Or, c'est tout le contraire que propose l'école de la République. Elle propose l'émancipation. Encore une fois, c'est une proposition, ce n'est pas une imposition. Et donc, ça, c'est insupportable pour les tenants de la ligne de l'islam politique, donc islamiste, qui refusent justement que ces enfants accèdent à la liberté. Ils n'en veulent pas. D'où les attaques qui se multiplient contre l'école de la République. Mais vous dites que l'école propose. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école a les moyens? On voit encore des coupes de plusieurs postes d'enseignants, 4000 postes d'enseignants supprimés puisqu'il faut faire des efforts, nous dit Michel Barnier. On a l'impression que c'est à chaque fois les mêmes nouvelles, même si systématiquement on nous explique que l'école est la priorité, que c'est un gros poste de dépenses et de budget. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école républicaine a encore les moyens d'émanciper les citoyens? Je crois que l'école républicaine a toujours les moyens d'émanciper les citoyens. C'est d'abord une question de volonté et de formation des enseignants eux-mêmes. Les enseignants doivent tous se considérer, me semble-t-il, comme porteurs justement de cet esprit républicain. Après, sur la question que vous posez sur les coupes dans le budget, en fait, bon, le budget est à peu près équivalent, me semble-t-il, mais effectivement, il y a des suppressions de postes, mais me semble-t-il, mais je ne suis pas du tout spécialiste, il y a des évolutions démographiques qui font qu'il y a moins d'enfants en maternelle et en primaire. D'où les coupes de postes qui sont moins importantes que celles d'ailleurs, me semble-t-il, qui avaient été annoncées auparavant. Donc je crois qu'effectivement, au regard de la situation globale générale de la France en termes économiques, tenir compte de la démographie ne me semble pas non plus absurde. Oui, mais on aurait pu en profiter pour avoir moins d'élèves dans les classes, par exemple, parce que ça, c'est quand même important pour l'apprentissage. Et finalement, garder les professeurs et avoir moins d'élèves.
tout à fait, vous avez raison. Maintenant, il y a des réalités économiques qui dépassent largement l'éducation nationale. Et puis, vous savez, Jean-Michel Blanquer avait mis en place dans les maternelles, les dernières années de maternelle, CP et CE1 des classes REP, REP+, le dédoublement des classes. Donc, ils ont déjà 15 élèves par classe maximum. Voilà, donc il y a quand même un gros effort qui a été fait et qui est toujours fait et qui se poursuit et qui, d'ailleurs, semble-t-il, d'après les premières évaluations, semble commencer à porter ses fruits. Oui, mais Anne Gentek, qui est la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, a dit qu'elle n'avait qu'une mission, c'était de relever le niveau. Donc, et il y a les groupes de niveau. Enfin, on a l'impression que l'Éducation nationale a du mal quand même à tenir la distance. Et chaque réforme, on a l'impression de réinventer la roue pour dire, il faut changer de méthode, etc. Pourquoi on en arrive là en France ? Il y a des blocages un petit peu partout dans l'éducation nationale. Vous savez, c'est une grosse machine, l'éducation nationale. Mais là où il y a un réel souci aujourd'hui, me semble-t-il, c'est les difficultés qu'a l'éducation nationale de gérer l'hétérogénéité des classes. Ouais. D'où la réforme voulue par Gabriel Attal, des groupes de niveau devenus les groupes de besoins, qui peuvent fonctionner ponctuellement, mais qui ne sont pas une solution, de mon point de vue, qui ne sont pas une solution qui profiterait à tous. Donc, je crois que la solution, elle est dans la capacité des enseignants à gérer cette hétérogénéité. Et comment on fait cela ? Eh bien, en donnant de la formation sur les pédagogies, effectivement, en allégeant peut-être dans certains établissements le nombre d'élèves par classe. Ça demande du budget et là, on est dans la quadrature du cercle. C'est extrêmement compliqué en ce moment. Donc il y aurait, me semble-t-il, des solutions, mais tout cela dépend aussi des facultés de l'État d'une manière générale à pouvoir y répondre. Ça aussi, et puis l'attractivité du métier d'enseignant. On voit la difficulté qu'ont les rectorats à recruter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un désamour de la part des Français de ce métier, puis aussi une certaine peur compte tenu des violences qui s'accumulent face aux professeurs ? C'est possible, mais en même temps, je tempérerais cela par le fait que c'est un problème international. Quand vous regardez ce qui se passe dans les autres pays, notamment l'Union européenne, vous voyez qu'il y a le même problème de recrutement. Donc ce n'est pas un problème spécifiquement français, même si nécessairement il y a des spécificités françaises, et vous venez d'en évoquer quelques-unes. Donc je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur le métier d'enseignant au niveau peut-être de l'Union européenne, parce que là on a des problèmes de recrutement absolument partout. Y compris dans d'autres pays de l'Union européenne. Et pour finir, est-ce que ces économies qu'on va demander à l'éducation nationale ne vont pas encore dégrader le niveau des élèves ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là de plus général en fait sur le long terme des moyens qu'on veut bien mettre pour les futures générations ? Écoutez, au regard de ce qui est annoncé, c'est-à-dire la suppression, je crois, de 2200 postes, me semble-t-il, et au regard de la démographie, en fait, en réalité, ça ne changera rien dans les écoles maternelles, primaires, de premier degré, qui seront impactées en termes de nombre d'élèves par classe. Je crois que ça a été calculé comme cela. Je m'avance peut-être, mais je crois que ça a été calculé comme cela. Donc, ça ne changera rien. Moi, je crois plutôt que de faire baisser le nombre d'élèves d'une manière systématique et générale, il faut réfléchir aux pédagogies qui permettraient de la médiation, et notamment de la médiation auprès des publics les plus en difficulté, et donc socialement les plus en difficulté, parce que c'est là qu'on trouve les élèves parfois en perdition. Et c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir, sur les méthodes pédagogiques, sur la manière de gérer l'hétérogénéité, pour le dire encore une fois. Merci beaucoup Yanis Roeder, agrégé d'histoire, professeur en réseau d'éducation prioritaire. Vous êtes l'auteur de Préserver la laïcité aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Ah là là, on s'en rappelle de cette cérémonie des Jeux Olympiques. Écoutez ça. Ah, quel bonheur. Le ciel bleu. Céline, sur la Tour Eiffel. Hier, le single est sorti. Le single de cette chanson magnifique, reprise d'Edith Piaf par Céline Dion sur le premier étage de la Tour Eiffel. Seulement voilà, scandale. Comme le dit Bruno Le Maire, la vérité apparaîtra plus tard. Eh bien la vérité, c'est que, figurez-vous que Céline Dion chantait en playback. Alors, ils étaient plusieurs déjà à l'époque de la cérémonie des JO à dire « mais c'est pas possible, la voix a été un peu retouchée ». Plusieurs youtubeurs, musiciens qui expliquaient qu'il y avait eu un trafic. Alors, dans
l'industrie musicale, c'est normal de chanter en playback. Aya Nakamura avait chanté en playback lors de la cérémonie des JO. Lady Gaga avait enregistré sa prestation pour éviter la pluie. Et donc Céline Dion, premier étage de la Tour Eiffel face à la pluie, évidemment, elle chantait aussi en playback. Mais pourtant, les organisateurs des JO à l'époque soutenaient mordicus que pas du tout, c'était une performance live. On écoute Thomas Joly. C'est mon rêve en fait, depuis très longtemps elle avait ce rêve de chanter sur la Tour Eiffel. Et sans playback surtout. Non, sans playback, et voilà, la voix est là. Elle est là et elle est une autre dame de fer, quoi. Deux dames de fer entremêlées. Ah voilà, mensonge, mensonge et dissimulation. On dirait Bruno Le Maire, vous savez, le ministre du budget qui est en fuite en Suisse et qui a en quelque sorte lui aussi menti ou du moins fait ministre en playback en faisant croire que l'ampleur des déficits n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Et pourtant, figurez-vous que Bruno Le Maire, il sait chanter et pas seulement en playback. On va l'écouter. On ira où tu voudras, quand tu voudras, quand notre amour sera mort. On ira en Suisse, Bruno Le Maire, quel joli brin de voix. On va en parler justement avec notre invité dans un instant de Bruno Le Maire et surtout du nouveau budget. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Notre invité, c'est Henri Sterdignac, fondateur des Économistes Atterrés. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez des talents de chanteur de Bruno Le Maire ? Eh bien, Bruno Le Maire s'est sauvé en Suisse et on peut penser qu'il a raison. Il nous laisse une situation très difficile. Il laisse une situation très difficile à son successeur. Et donc, il aurait dû s'occuper plus du budget et moins de littérature. Eh oui, et de chansons également. Alors, incroyable, puisque effectivement, on apprend qu'il y a eu des notes qui ont été envoyées à Bercy bien en amont, avant les élections européennes, pour expliquer qu'il y avait un grave dérapage des finances publiques. En public, lui, Bruno Le Maire, soutenait que tout allait bien, en expliquant qu'il garantissait un déficit public de 4,4% pour 2024, objectif que Thomas Cazenave et moi tiendrons, alors qu'il avait en sa possession les notes qui prouvaient tout à fait le contraire. Aujourd'hui, le directeur de cabinet de Michel Barnier est l'ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire. En l'occurrence, il est bien au courant de ce qui s'est passé. Pourquoi tout le monde continue un peu de faire semblant et de dire c'est la faute à personne, finalement il y a eu des dérapages et puis voilà. Ben, disons qu'on a... on a une année difficile avec les européennes qui fait qu'avant les européennes, le ministre de l'économie n'a pas cru bon de prendre des mesures de rattrapage, de mesures de baisse des dépenses ou de hausse des impôts qui auraient été nécessaires. Le ministre Bruno Le Maire prétend qu'il a essayé de suggérer au président de la République de faire une loi de finances rectificative, oui, mais que c'est Macron qui a refusé, et donc il se rejette la responsabilité. Oui, lui a été contraint de mentir en période électorale. Il a été contraint de mentir. Soumis à la loi, en l'occurrence, quand on fait ce genre de choses. Aujourd'hui, on a le nouveau budget, ça y est, qui a été dévoilé par Michel Barnier, et puis ce matin, les ministres de Bercy aussi en conférence de presse. Qu'est-ce que vous retenez de ce nouveau budget de marquant ? Est-ce que c'est un acte désespéré, ou est-ce que c'était la seule chose à faire, ou est-ce qu'il y avait vraiment autre chose à faire ? D'abord, c'est un tournant dans la politique suivie par les gouvernements Macron. Jusqu'à présent, le principe était on baisse les impôts, on fait des dépenses non financées, et puis au bout d'un certain temps, la réalité a repris le dessus, et donc le nouveau ministre est contraint de manger son chapeau, si on peut dire, et de faire un tournant par rapport à la politique suivie jusqu'à présent. Ils ont choisi, le gouvernement a choisi de faire une politique de petits pas, de trouver de l'argent à gauche, à droite. Là, il n'a pas décidé une grande politique d'augmentation des impôts sur les plus riches ou sur les grandes entreprises, comme le préconisait le nouveau Front populaire. Et donc, ça donne l'impression d'un rapiessage. Pourtant, il dit que les plus riches vont être mis à contribution, ainsi que les entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, mais de manière temporaire, c'est ça ? De manière temporaire, c'est une mesure... Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a un déficit permanent, ouais, et que
les mesures de hausse des impôts pour les plus riches et pour les grandes entreprises, on nous dit ça sera divisé par 2 l'année prochaine et ça sera supprimé au bout de 2 ans, ce qui n'a aucune cohérence. Est-ce que c'est simplement un effet d'annonce pour faire passer la pilule aux millions de Français qui, eux, par contre, vont payer très cher avec les nouvelles taxes sur l'énergie, mais aussi avec l'inflation qui est toujours là, les retraites qui vont être gelées? Est-ce que c'est simplement de la com pour dire, regardez, oui, c'est de la com, tout le monde fait un effort, même les plus riches? C'est de la com. Naturellement, il fallait faire quelque chose compte tenu du discours, si on peut dire, qu'avaient tenu les forces de gauche, disant on peut prendre de l'argent là où il est, chez les riches et grandes entreprises. Le gouvernement, lui, en prend un petit peu de manière temporaire. Voilà. La vérité, c'est que ce sont, encore une fois, les Français qui vont payer pour les erreurs de ceux qui étaient censés gérer les finances publiques et éviter cet emballement déficitaire. Oui, enfin, il y a eu un aveuglement, si on peut dire, des gouvernements qui n'ont pas vu que les rentrées fiscales étaient très mauvaises, que les collectivités locales dépensaient plus, et là, ils ont été obligés d'avouer la vérité. Oui, mais avant cela, ils ont tout fait pour la masquer, cette vérité. Si on écoute Laurent Saint-Martin, il explique que personne n'est à blâmer pour ça. C'est un état de fait, que tout le monde en France est habitué à la dépense. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de Français qui font attention à ce qu'ils dépensent justement au cours du mois. On a l'impression en revanche que l'État, lui, a du mal à régler son train de vie. On apprend par exemple ce matin par la lettre que, alors que tout le monde doit faire des efforts, l'Élysée va augmenter son budget de 3 millions pour son budget de 2025. Oui, c'est-à-dire que normalement, pour des raisons de communication, comme vous dites, il faudrait que l'austérité soit généralisée, il faudrait des gestes symboliques comme une réduction du salaire du président de la République ou des ministres ou des parlementaires. Bon, ce n'est pas ce qui est fait. On peut le regretter, bien sûr. Alors quand on parle de ces thématiques, encore une fois, Laurent Saint-Martin lui parle de populisme, d'antiparlementarisme, quand on critique le fait que les députés aient pu augmenter leurs frais de mandat, que les sénateurs également aient une augmentation. Yaël Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, explique qu'il n'y a pas d'économie à trouver à l'Assemblée nationale, tout est déjà ric-rac et parfaitement calculé. C'est inentendable en fait par la plupart des Français. C'est pas populiste de dire ça. C'est inentendable, mais en sens inverse, il ne faut pas croire que les milliards qui nous manquent, on peut les avoir simplement sur les députés, les sénateurs, les ministres. Naturellement, il faut aller plus profond. Mais c'est vrai aussi qu'il faut des gestes symboliques. Alors, vous parliez du NFP tout à l'heure, qui n'a pas eu la chance de pouvoir former un gouvernement, malgré la proposition de Lucie Castet pour être Première ministre. Quelles auraient été d'autres solutions, compte tenu de l'ampleur de la catastrophe budgétaire, que ce budget proposé par Michel Barnier, où aller chercher les milliards manquants? La proposition du nouveau Front populaire, c'était de les trouver chez les grosses entreprises et chez les riches. Il faut se rappeler que le gouvernement depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, les impôts ont baissé d'environ 70 milliards. Donc c'est les 70 milliards qui nous manquent aujourd'hui. Ouais. Donc la proposition de la gauche, c'était d'abord de revoir tous les dispositifs d'aide aux entreprises non ciblées, de mieux cibler les exonérations de cotisations, mieux cibler le crédit impôt recherche, d'augmenter le prélèvement forfaitaire libératoire qui actuellement est à 30% et qui pourrait être augmenté par exemple à 40%, et puis de créer un impôt sur le patrimoine, sachant que c'est une idée qui progresse à l'échelle mondiale, qui est les plus riches, qui ont des patrimoines élevés et qui réussissent à pas payer d'impôts par des procédés d'optimisation fiscale, on pourrait les mettre à contribution.
Mais est-ce que ce budget, finalement, et ce que fait Michel Barnier, c'est pas un désaveu des 7 ans d'Emmanuel Macron, de cette politique, en fait, des cadeaux aux riches, pour dire c'est fini, on siffle la fin, même si c'est de la communication aujourd'hui, mais on acte le fait que Emmanuel Macron, c'est un échec aujourd'hui. Oui, c'est un échec. C'est-à-dire que l'idée de Macron, c'était on réduit les impôts des riches et les impôts des grandes entreprises. À ce moment-là, ces gens-là vont venir investir massivement et ça va donner un coup de fouet à l'économie qui va nous permettre, qui va d'abord améliorer le sort des plus pauvres et qui va nous permettre d'équilibrer notre budget. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a eu peut-être des effets un peu favorables, en particulier sur l'embauche, grâce à la subvention aux apprentissages, mais globalement, on se retrouve avec un budget en déficit. Il n'y a pas eu de miracle. On n'a pas récupéré les 70 milliards, la réduction de 70 milliards d'impôts par une activité plus forte. Et la suppression de l'ISF qui se retrouve aujourd'hui compensée avec quelque chose qui ne s'appelle pas l'ISF mais qui ressemble fortement. C'est la contribution justement temporaire mais qui va essayer de récupérer les milliards perdus par l'ISF. Là encore, c'est un autre désaveu. Oui, c'est un désaveu. Donc, compte tenu du mécontentement populaire, on est obligé de faire quelque chose sur les plus riches. On prend une mesure qui est un peu compliquée, mais on ne frappe pas en plus les vrais riches, les plus riches, et des gens qui accumulent leurs dividendes, leurs plus-values dans un coffre, dans une institution financière ad hoc, et qui du coup ne payent pratiquement pas d'impôt sur le revenu. Et ces gens-là, on continue à ne pas les toucher. Voilà, on touche les millionnaires et pas vraiment les milliardaires. Oui, qui eux, de toute façon, sont très loin de tous ces débats en réalité. La question qui se pose quand même, quand on voit les mouvements en Martinique contre la vie chère, on voit qu'il y a quand même un ras-le-bol des Français par rapport à l'inflation, par rapport au niveau de vie. Est-ce qu'à un moment, le consentement à l'impôt va pas poser problème, sachant qu'on est déjà quand même beaucoup ponctionné en France? Oui, bien sûr. Le consentement, la France jusqu'à présent bénéficiait d'un consentement à l'impôt relativement fort. Bon, il y a eu des mouvements à certains moments. Il faut se rappeler Poujade, et puis même les Gilets jaunes contre toute hausse d'impôts. Donc naturellement, il faut faire très attention si un gouvernement veut augmenter les impôts. Il faut que ce soit juste, il faut que ça apparaisse comme légitime. C'est pour ça que taxer les plus riches et les grandes entreprises, ça paraît légitime. Par contre, des mesures comme augmenter le prix de l'électricité ou baisser les remboursements santé, ça paraît au contraire comme des mesures antisociales. Et l'autre question que tout le monde se pose, c'est où va l'argent des Français? Puisque avec 48% d'impôts, des taux d'imposition qui ont augmenté, même si les plus riches en payent moins, on se rend compte que les caisses sont vides, que les services publics sont en piètre état, qu'il faut faire des économies systématiquement. Où va l'argent des Français? Vous savez, il n'y a pas de mystère. Je veux dire, on peut se plaindre, mais dans certains domaines, on a un système qui, grosso modo, est satisfaisant. On a des retraités qui ont le même niveau de vie que les actifs. C'est une particularité française. Voire plus, c'est pour certains. Disons équivalent. C'est une particularité française. Dans beaucoup de pays, les retraités sont beaucoup plus pauvres que les actifs. On a un système d'éducation publique ou privé relativement développé. Il faut savoir que l'enseignement privé est payé également par nos impôts. On est un des pays où les remboursements maladie sont les plus élevés. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Ouais, et tout ça, on voit que c'est ce qui est en jeu actuellement. La réforme des retraites, la réforme de l'assurance maladie, la réforme de l'assurance chômage, encore des économies pour l'éducation. Et puis on ne parle pas de l'état catastrophique de l'hôpital public. Donc il y a quand même une question sur l'efficacité de la dépense publique. Oui, il y a une question d'efficacité, c'est-à-dire que il faudrait sans doute augmenter les dépenses dans certains secteurs, mais ça doit s'accompagner d'une réflexion sur la manière dont on fonctionne. En matière de santé, par exemple, on a des revenus exorbitants de certains médecins,
aussi bien à l'hôpital que parmi les libéraux, et on n'a pas un fonctionnement satisfaisant entre les hôpitaux et le système privé. Donc là également, il y a des réformes à faire pour que, par exemple, le malade ne subisse pas plusieurs fois le même examen radiologique ou biologique, etc. Ouais, mais voilà, donc à payer, il faut travailler sur les deux côtés. Parce qu'on a l'impression que effectivement, ce sont un peu toujours les mêmes qui payent, évidemment, et qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Ou alors, la question qui se pose, c'est sur les instruments aussi de prévision. Comment se fait-il qu'on navigue à vue au sommet de l'État, à Bercy, et qu'on soit incapable de prévoir quand les recettes ne sont pas suffisantes? Il y a un problème de gouvernance, là. Oui, il y a un problème de gouvernance. Il y a eu des erreurs qui ont été faites à Bercy, que Bercy vient nous expliquer maintenant, mais bon, ils auraient pu y penser avant. Il y a le fait que les collectivités locales ont dépensé plus, ce qui est un peu normal compte tenu de la proximité des élections municipales. Les collectivités locales ont perdu beaucoup d'argent parce que les droits de mutation ont baissé et en même temps, ils ont dû augmenter leurs salariés. Donc tout ça fait qu'il y a un déséquilibre au niveau des collectivités locales. Il y a le problème de la retraite où on a revalorisé la retraite de 5% pour compenser l'inflation de l'année précédente. Et donc, naturellement, ça a pesé. Et puis surtout, les prévisionnistes de Bercy n'ont pas vu que la situation des entreprises ne s'améliorait pas et donc que les rentrées de l'IS étaient beaucoup plus faibles. C'est ça qui nous a tués, si on peut dire. On est au fond du trou. On va parler des prévisionnistes de Bercy et puis de ce problème de planification budgétaire et puis également revenir avec vous, Henri Sterdyniak, sur ce nouveau budget. Si vous souhaitez poser vos questions, 0826 300 300 au standard de Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité Henri Sterdyniak, fondateur des économistes atterrés, pour commenter le budget proposé par Michel Barnier après le déficit imposé par Bruno Le Maire. Vous êtes nombreux à nous appeler ce matin et à vouloir réagir. Avec nous au standard, Dominique de Rochefort, bonjour. Oui, bonjour Alexis Poulain. Merci de prendre mon appel. Et effectivement, j'avais plusieurs remarques à faire rapidement. Concernant par exemple les retraites, on parle du rattrapage de cette année, parce que je parle de rattrapage à 5,3% des retraites, d'augmentation, mais il faut savoir que des tas d'années précédentes n'ont pas du tout été indexées sur l'inflation. Et il y a même des années où il n'y a pas eu d'augmentation des retraites, aussi faible que c'est quasiment nul. Donc ça, c'est la première des choses, donc c'est pas ça qui pèse. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que les retraites du public sont payées à 75% par le privé, c'est-à-dire par nous tous les citoyens. Et le système de retraite du public n'est absolument pas du tout à l'équilibre, alors que celui du privé est beaucoup plus équilibré. Donc il faut quand même distinguer un peu plus les choses. Et puis la deuxième chose aussi, c'est la fraude. Il y a une fraude énorme et l'État ne s'attaque toujours pas à la fraude, ni au montage financier et société pour faire de l'évasion fiscale. Et quand on regarde tout ça, tous ces milliards qu'il y a qui sont évalués par des tas de gens spécialistes, on s'aperçoit que l'argent, en fin de compte, il ne manque pas. Il faut aller chercher là où il est. Et par contre, c'est le citoyen qui se fait raqueter en permanence avec des taxes, des surtaxes, des inventions de taxes carbone. Et oui, des taxes, la TSF. C'est vraiment ahurissant. Et moi, j'aimerais bien avoir votre invité qui parle un peu de ces choses-là. Parce que je le trouve très, très complaisant avec le budget. Là, il n'est pas très... On va donner la parole. Alors, merci Dominique. On va donner la parole à Henri Sterdyniak à propos des retraites et du fait du peu d'énergie qui est mis pour lutter contre la fraude par le gouvernement. Les retraites, jusqu'à présent, ont été indexées sur l'inflation. Voilà, donc dans la crise que nous connaissons, la poussée d'inflation, les retraités n'ont pas subi jusqu'à présent de perte de pouvoir d'achat. On peut s'en féliciter, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Donc, on peut dire, c'est pas un sujet. Ensuite, la lutte contre la fraude, bien sûr. Il y a le grand problème, c'est l'optimisation fiscale des
grandes entreprises qui déclarent des profits ailleurs qu'en France. Hein. Là, on vient d'apprendre que le budget irlandais étant et largement excédentaire, c'est des sociétés qui préfèrent déclarer leurs profits en Irlande qu'en France, et une lutte importante est nécessaire. On peut penser que le gouvernement n'en fait pas assez. Hein. On a des contraintes européennes qui nous empêchent malheureusement de faire ce qu'on pourrait faire. C'est quoi les contraintes européennes en l'occurrence ? Les contraintes européennes en l'occurrence, c'est qu'on n'a pas le droit par exemple, de faire l'exit tax, de taxer les Français qui vont s'installer en Belgique, leur dire, avant de s'installer en Belgique, allez payer vos impôts en France. On n'a pas le droit d'empêcher une société de dire, à partir de maintenant, mon siège social, c'est aux Pays-Bas et c'est plus en France. Ouais. Voilà, tout ça. C'est vrai que ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et à l'échelle mondiale, on n'a pas le droit de faire ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire de prendre globalement l'entreprise. Vous dites, au total, vous faites 100 milliards de bénéfices. La France, c'est 20% de votre chiffre d'affaires, donc vous devez être taxé sur 20 milliards. Jusqu'à présent, c'est pas ce qu'on peut faire. Loin de là. Alors que les États-Unis, eux, tout ressortissant américain doit payer ses impôts aux États-Unis où qu'il se trouve sur la planète. C'est pas du tout la même façon de voir les choses. Les États-Unis ont de ce point de vue un système beaucoup plus perfectionné que la France, la France n'ose pas mettre en œuvre. Et je répète, les contraintes européennes nous empêchent de taxer un Français qui va s'installer dans un pays de l'Union européenne. De même, on ne peut pas empêcher une entreprise de se délocaliser en Bulgarie, en Roumanie, pour profiter des salaires plus bas. L'Europe est très contraignante de ce point de vue. Ouais, elle impose même quasiment ces choses-là. Pourtant, Pierre Moscovici a été commissaire européen. Il a voulu s'attaquer au code de conduite, à ces paradis fiscaux intra-européens. Il n'a rien fait, évidemment. Il a fait une liste grise des paradis fiscaux, mais il n'a pas inclus Malte, il n'a pas inclus la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, etc. Le problème, c'est que les paradis fiscaux, on n'a pas le droit de dire, de dénoncer les plus grands paradis fiscaux qui sont quand même 1, l'Irlande, 2, les Pays-Bas, 3, la Belgique. Et qui sont pour membres fondateurs de l'Union européenne. Qui sont membres fondateurs de l'Union européenne. La contrainte européenne, elle est importante. Hein. On a des taux d'intérêt de 3% qui ne correspondent pas à notre situation économique. Il faudrait, si par hasard, étant donné qu'on est contraint de faire une politique budgétaire restrictive, ce serait bien qu'on ait des taux d'intérêt plus bas pour compenser. Bon, c'est pas ce que la BCE fait. Et ça, c'est aussi le problème de transparence. Est-ce que vous pensez que ce budget va rassurer, entre guillemets, les agences de notation qui pourraient revoir à la hausse les taux d'intérêt de la dette française en dégradant la note de notation de la France sur les marchés ? Les marchés financiers nous ont déjà punis, puisque avant la dissolution, on avait un écart de taux d'intérêt de 0,4% avec l'Allemagne, et depuis, c'est passé à 0,8%. Les agences de notation pénalisent la France parce qu'ils considèrent que notre situation est un peu fragile, et jusqu'à présent, le budget n'a pas fait baisser cet écart de taux. Le problème qu'il faut voir aussi, c'est que ce budget aura des effets récessifs sur l'économie française. Donc, ça ne va pas rassurer les marchés financiers si l'année prochaine, on a une croissance très faible, 0,5%, parce que le poids de l'austérité budgétaire, ça va réduire forcément l'activité. Oui. Merci beaucoup Henri Sterdignac d'avoir commenté avec nous ce budget et les difficultés de la France pris dans le déficit et la dette. On va se retrouver en deuxième partie d'émission pour parler avec Georges Fenech, ancien magistrat de l'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques quand on voit les nombreuses affaires de tueurs à gages de 14 ans, des gangs, mais aussi de l'insécurité grandissante. Si vous souhaitez réagir
ou poser vos questions. 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio. À tout de suite pour la deuxième heure de Poulain sans réserve. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité pour parler de l'insécurité en France, mais aussi de la question qui revient toujours, celle de la justice par rapport à ces crimes de plus en plus violents par des délinquants, des criminels de plus en plus jeunes, tueurs à gages de 14 ans recrutés pour 50 000 € pour tuer n'importe qui d'un gang rival, mais aussi les meurtres par des migrants sous OQTF, récidivistes, et puis toujours cette question, qui est responsable ? C'est Georges Fenech, ancien magistrat, ancien député, qui a écrit ce livre « L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques » aux éditions du Rocher. Bonjour Monsieur Fenech. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce constat, il n'est pas neuf, en fait, de l'ensauvagement. On se rappelle de Nicolas Sarkozy, de ses mots. Gérald Darmanin est passé au ministère de l'Intérieur, lui aussi avec des mots assez forts. Aujourd'hui, Bruno Retailleau arrive également avec l'envie d'en découdre. Et pourtant, la France continue d'accumuler de plus en plus de violence, de plus en plus d'incivilité et un sentiment d'insécurité qui n'est pas un sentiment, qui est une réalité de l'insécurité en France. Oui. Vous savez, ça n'est pas nouveau, vous avez raison, et moi ça fait maintenant, je suis obligé de le dire, hein, ça fait plus de 40 ans que je dénonce cette dérive et que nous avions vu venir depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 et la politique de Robert Badinter, toutes les prémices de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. D'ailleurs, mon premier livre, je dirais le tome 1 de celui-ci, s'appelait Tolérance Zéro, que j'avais écrit en 2001, au moment des campagnes présidentielles. Et tout a finalement continué à s'aggraver depuis l'arrivée de cette, cette doctrine nouvelle, de la culture de l'excuse. Considère en réalité que le crime criminel, c'est un sous-produit de la misère, un peu une vision marxiste de la criminalité, que donc il faut lutter contre la misère et nous lutterons contre la délinquance. Ça n'est pas vrai. Voyez-vous, et donc ces 40 dernières années, il y a des responsables. C'est le sous-titre de mon livre. Les responsabilités des juges qui ont mis en place cette culture de l'excuse, et puis la responsabilité des politiques qui ont détricoté tous les textes répressifs. Quand je dis tout, je le caricature un petit peu, mais qui ont finalement dévitalisé la notion de sanction, qui n'ont pas construit les places de prison qui étaient nécessaires, tout un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous n'avons pas de réponse pénale. Et quand vous n'avez pas de réponse pénale, vous avez un sentiment, et plus qu'un sentiment, une impunité qui s'installe, et donc une délinquance qui explose. Mais est-ce que c'est seulement la justice qui est responsable, ou est-ce que aussi les moyens de la police, on se souvient de Nicolas Sarkozy qui fait le choix d'arrêter la police de proximité, la difficulté de recrutement aussi, les nombreuses démissions dans la gendarmerie et la police, est-ce qu'il n'y a pas là un problème plus large où la France a laissé totalement les cartels, enfin les gangs du moins, faire ce qu'ils voulaient dans les territoires perdus entre guillemets de la République? La question des moyens que vous soulevez, elle est réelle. Moi, j'ai toujours connu dans l'exercice de mes fonctions de magistrat des difficultés matérielles de fonctionnement, toujours. La police aussi, on le sait, manque de moyens, manque de véhicules, manque, je dirais, d'effectifs. Enfin bon, vous citez la police de proximité, c'est pas à mon avis ce qui a le plus pénalisé, et encore que ça a été, de mon point de vue, une erreur. Mais au-delà de la question des moyens, c'est une question de volonté politique, plus qu'une question de moyens. Vous savez, la police, elle fait quand même, malgré tout, malgré ses difficultés, elle fait son travail. Elle est sur le terrain, elle procède à des interpellations. Et donc, au-delà de cette pénurie ou ce manque de moyens, encore que le retard a été quand même en partie, simplement en partie comblé, il y a une question idéologique et une question de volonté politique qui me paraît la véritable cause de ce que nous vivons aujourd'hui. On a cru par humanisme, ce qui est louable en soi, on a cru par une forme d'angélisme, c'était le terme qu'avait employé Lionel Jospin, souvenez-vous. J'ai péché par angélisme, j'ai cru qu'en faisant reculer la misère, en faisant reculer le chômage, je ferais reculer la délinquance. Donc c'est ce prisme idéologique erroné en réalité, parce que toute politique pénale
repose sur ses deux pieds, la prévention, la répression. Si vous le faites comme on l'a fait malheureusement, trop de prévention au détriment de la répression, ça ne marche pas. Si vous ne faites que de la répression, ça n'a aucun sens. Donc il faut rappeler les deux, quoi. Et pour l'instant, on a toujours marché brinque-brallant parce que et la place Vendôme et la place Beauvau n'ont jamais, je dois le dire, marché du même pied. Oui, que encore ce une soit fois, c'est un sous choix. la gauche ou sous la droite. Et je peux vous faire tout l'historique que j'ai fait dans ce petit livre. Ouais. Depuis Badinter qui ferraillait avec Gaston Defferre, à tel point que Mitterrand les a convoqués en leur disant maintenant vous arrêtez votre petit jeu, ça suffit. On pourrait citer la guérilla entre Chevènement et Madame Guigou, à droite entre Brice Hortefeux et Michel Liot-Marie quand elle était ministre de la Justice. Je vous ne parle pas de Valls avec Taubira, ça a été mais incendiaire, avec des lettres au président de la République, etc. Et puis ensuite, il y a eu, on a bien vu, un peu à fleuret-moucheté entre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin en sauvagement. Ah non, c'est pas les termes que j'emploie, etc. La France n'est pas un coupe-gorge. Vous vous souvenez ? Et puis, moi, j'avais un petit peu espéré que, bon, M. Barnier qui arrive, peut-être qu'on aura enfin un duo qui se comprend, qui parle la même langue. Et non, on a Bruno Retailleau, Place Beauvau, et Didier Migaud sont contraires, totalement. Je sais pas un jugement de valeur que je vous donne sur les hommes, attention, c'est sur des lignes politiques. Et donc, on n'en sortira pas. Tant qu'on aura on a l'impression que c'est fait exprès, que systématiquement, le casting gouvernemental veut mettre des gens antinomiques à Beauvau. Pour se neutraliser. Ouais. C'est quand même impressionnant. Mais par rapport à au-delà des moyens qui seraient à mettre, est-ce qu'il n'y a pas des choses simples à faire quand on sait que dans les prisons de France, les caïds ont leur téléphone portable et gèrent leur tueur à distance, que ce soit pour l'évasion d'un des leurs ou bien le meurtre d'un opposant. Comment c'est possible qu'il y ait autant de téléphones portables qui se baladent en prison, par exemple ? Vous savez combien on en saisit par an ? Environ... entre les téléphones portables et les pièces de portable et tout, c'est à peu près 50 000 saisies par an dans les prisons françaises. Vous voyez, c'est un fléau total, quoi. On ne maîtrise plus. Comment se fait-il ? C'est la question que tout le monde se pose, y compris moi-même. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à rendre nos prisons étanches de ce point de vue-là ? En tout cas. Il y a différentes explications qu'on nous fournit. D'abord, il y a tout ce qui arrive des airs, maintenant, avec les drones, les jets, etc., dans les cours. Et ça, on devrait pouvoir y remédier, ne serait-ce que par la pose de filins, par exemple. On nous dit que les brouilleurs, ça ne marche pas vraiment, parce que le temps qu'on installe un brouilleur, il y a une nouvelle génération qui arrive avec la 5G, ça ne brouille plus rien. Ou alors, on ne veut pas non plus brouiller tout un secteur, tout un quartier. On nous dit ceci. Il y a aussi, on ne le dit pas, mais c'est une réalité, une volonté aussi de laisser parler le téléphone portable. Parce que pour les services de renseignement, notamment pénitentiaires, c'est une source d'information. Mais attention, c'est très dangereux. On voit bien celui qui a commandité le crime de ce jeune de 14 ans, qui a exécuté froidement un chauffeur de VTC. Il avait 4 portables dans sa cellule. Et n'oubliez pas que le portable, c'est aussi l'accès à Internet. Oui. Et donc, c'est l'accès à éventuellement des réseaux terroristes, comme on l'a vu en 2012, 13, 14 et 15. Et donc, voilà. Et puis, on a ensuite l'évasion d'Amra. Tout était parfaitement programmé. Pareil, vous voyez bien que la prison ne fait plus peur, au fond. C'est ça aussi, ce déchaînement de violence. C'est que la prison ne fait plus peur dans la mesure. On sait d'abord qu'on n'exécutera pas sa peine. On n'exécutera pas. En tout cas, loin de sa totalité. Que, ma foi, les conditions de détention, elles sont quand même relativement supportables, qu'on a le droit à son téléphone portable, on a le droit à son shit, et que finalement, ça permet de se reposer un petit peu, de préparer la prochaine étape, et de se mettre peut-être à l'abri, et continuer ses affaires depuis sa cellule. Je veux dire, on est des amateurs, quoi. Alors que la drogue, la grande criminalité, telle qu'on vient d'assister encore une fois récemment à Grenoble avec cette attaque de fourgon,
c'est une véritable guerre contre cette criminalité qu'il faut mener. Or, on ne l'amène pas avec les moyens qui seraient nécessaires. L'autre déni, c'est les armes. On a l'impression aussi qu'il n'y a pas vraiment de task force ou de volonté d'aller saisir toutes les caches d'armes qu'il y a en France, puisque on voit que c'est des fusils d'assaut maintenant qui sont utilisés, des Kalachnikov. Et moi, je me rappelle, lors de l'épisode tchétchène à Dijon, le maire de Dijon disant qu'il ne voyait pas d'armes, alors que les vidéos circulaient des dealers qui exhibaient leur dernier modèle de pistolet automatique. Bien sûr, bien sûr. Enfin, vous savez, depuis la guerre des Balkans, on sait très bien qu'il y a eu une arrivée massive de Kalachnikov et d'armes lourdes qui sont quasiment pas en vente libre, mais que les truands, en tout cas, peuvent se procurer relativement facilement, pour un prix assez dérisoire, finalement. En quelques centaines d'euros, vous pouvez acheter une Kalachnikov. Et donc, entre les mains d'un jeune de 14 ou 15 ou 16 ans, ou n'importe quelle main, bien sûr, c'est redoutable et c'est aussi un moyen supplémentaire, si vous voulez, pour ces bandes-là d'affronter, notamment nos forces de police. Et la police, alors, justement, vous dites qu'elle fait ce qu'elle peut. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, une fatigue de voir que les peines ne sont pas exécutées, que finalement, ce jeu du gendarme et du voleur, il sert à rien? On voit des opérations de communication comme Place Net qui ne changent rien après à l'état du deal et l'état de la guerre des gangs à Marseille, par exemple. Oui. Écoutez, là, souvenez-vous de ce cri de colère et cri du cœur de police devant l'Assemblée nationale. Le problème de la police, c'est la justice. On les arrête, ils les relâchent. En gros, c'est ça, quoi. Et malheureusement, c'est pas une caricature, c'est une réalité. Et pourquoi on est arrivé là? Je disais tout à l'heure une question idéologique, parce que la prison, aux yeux de certains magistrats, une catégorie en tout cas, c'est criminogène, donc il faut l'éviter à tout prix. Alors que les Pays-Bas viennent de démontrer tout le contraire, que les courtes peines d'emprisonnement sont dissuasives et salutaires pour des jeunes qui comprennent et qui vont arrêter leur délinquance et ne jamais tomber dans la grande criminalité ensuite. Et donc la police, elle est confrontée à cet état de fait que tout ce travail qui s'inscrit dans le cadre d'une chaîne pénale, d'une chaîne répressive, il y a un maillon qui est faible, un maillon qui n'est pas suffisamment dissuasif, c'est celui de la justice et de la réponse pénale. On va continuer de parler de la justice, de la réponse pénale et des responsabilités politiques aussi dans cette situation française avec notre invité Georges Fenech. Si vous souhaitez réagir, posez vos questions à notre invité 0826 300 300 au standard de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité, l'ancien juge et ancien député Georges Fenech, auteur de L'ensauvagement de la France aux éditions du Rocher, un livre pour parler de cette situation française où on voit bien la flambée de violence qui n'en finit pas et aucune réponse politique. C'est ce que vous dites dans ce livre, finalement, qu'il y a eu des choix idéologiques qui ont été faits depuis les années 70, en quelque sorte, donc c'est assez loin. Et qu'on paye aujourd'hui le prix de ce choix de dire nous devons faire de la prévention et finalement police-justice c'est pas quelque chose qui doit travailler ensemble. Oui, je suis désolé de faire ce constat, croyez-moi bien, parce que je suis profondément attaché à mon métier de magistrat qui est ma légitimité, je m'exprime en cette qualité en réalité. Vraiment, je suis navré de voir que ce terme-là d'idéologie, ce poison, une forme de politisation de la justice qui a infiltré effectivement dans les fins des années 70 et qui a prospéré, qui a essaimé. D'ailleurs, l'essaim, c'est le titre de la revue syndicale, du syndicat de la magistrature, et qui a essaimé partout, au-delà même de la justice, dans les médias, dans la classe politique et dans tous les cercles de réflexion, avec un certain prisme. Et donc, aujourd'hui, on en est à une situation où, effectivement, la justice qui, depuis ces années-là, professe une certaine doctrine, celle de la défense sociale nouvelle, de Marc Ancel, qui a été importée d'Italie, voilà, elle se résumait en deux mots, dans les années 60, précisément l'année 74, l'apparition est à ce moment-là. Soyez partiaux. Voilà, c'était je reprends in extenso cette fameuse harangue
d'Oswald Baudot, qui est un magistrat à l'époque, donc décédé aujourd'hui, qui s'adressant à des futurs magistrats qui avaient terminé leur scolarité à Bordeaux, il y avait une réunion qui se tenait à Marseille ce jour-là, et les auditeurs de justice ont été subjugués, convertis, je dirais, à cette nouvelle religion par ce fameux sermon d'Oswald Baudot qui leur a dit, en gros, soyez partiaux, soyez les défenseurs naturels de la femme contre le mari, soyez les défenseurs naturels de l'enfant contre le père, de l'ouvrier contre le patron, du voleur contre la police et du plaideur contre la justice. C'est un programme de déconstruction, pierre par pierre, du système répressif. Et vous allez me dire, mais monsieur Fenech, vous parlez il y a 50 ans, là. Oui, sauf que cette vision a prospéré, est toujours d'actualité. J'en veux pour preuve le scandale qui est apparu aux yeux de tous les Français en 2013, avec la fameuse affaire du mur des cons, où on a vu tout à coup, dans un local syndical de magistrats, épinglés sur un mur, des têtes de Turcs, de supposés gens opposés à la justice. Et parmi eux, il y avait notamment 2 pères de famille, dont Jean-Pierre Escarfaille, chef d'entreprise, dont la fille Pascale, 20 ans, était la première victime de Guy Georges, et qui va consacrer toute sa vie à travers une association, la PAX, pour mieux lutter contre les tueurs en série. C'est ce qui lui a valu d'avoir sa tête dans un trombinoscope de mur des cons de magistrats. Donc vous voyez qu'elle est toujours là, cette idéologie. Et elle est coupable. Elle est plus que responsable. Elle est coupable. Moi, je n'aimerais pas être à leur place dans certaines affaires. Je parle du niveau de la conscience. Je n'aimerais même pas être à la place de la juge qui a signé la libération d'un OQTF qui, en le disant très clairement qu'il allait récidiver. Oui. Je n'aimerais pas. Comment c'est possible, ça ? Voilà, à force de vouloir faire du juridisme, etc., avec une forme de parti pris, quelque part, voilà, pour un respect très scrupuleux d'une forme de juridisme. Bon. Mais c'est ainsi. Comment est-ce possible ? Voilà. Le crime, finalement, c'est le prix à payer pour nos libertés. Il ne faut pas trop de sécurité. Il faut pas trop sacrifier de ses libertés. Et puis, que voulez-vous, le criminel, encore une fois, il a des excuses. Il y a des discriminations sociales, ethniques, dont il est la victime. En réalité, le criminel, c'est la première des victimes, comme le clandestin qui est lui-même créancier d'une dette que nous avons, du crime colonial que nous avons commis. Donc, il faut le laisser rentrer. Et au fond, vous avez cette vision d'une France aujourd'hui sans prison et sans frontières. Vous allez peut-être trouver que j'exagère, voyez-vous, mais je vous assure que je n'exagère pas beaucoup. Et que finalement, la justice ne remplit plus ses missions. Qu'est-ce qu'on demande à un juge ? Appliquer la loi, non pas la réécrire à sa façon. Il n'a pas la légitimité pour le faire. On lui demande d'appliquer la loi avec la marge nécessaire d'appréciation. Bien entendu, la justice, elle est humaine, elle s'applique à des cas concrets. Mais ne pas écarter la loi quand elle ne lui plaît pas, ou ne pas la réinventer. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a donc cette idéologie-là, elle est présente encore à l'école de la magistrature pour la formation des Oui, c'est pour ça magistrats. que moi, j'y suis passé à cette école, donc j'ai vécu cet endoctrinement, enfin cette tentative, en ce qui me concerne. Mais moi, je reste persuadé qu'il faut revoir le mode de recrutement et de formation des magistrats. Vous savez, moi, j'étais procureur à 24 ans, sans expérience de la vie. Le fait de réussir un concours, est-ce que ça vous donne vraiment cette légitimité d'avoir un permis de juger en poche aux concitoyens ? Je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à un mode de recrutement qui s'ouvre beaucoup plus largement à la société civile. Des gens d'expérience qui ont 15 ans, de barreau, de commissaire, de journaliste, de chef d'entreprise. Enfin, la vie, quoi. Juger l'acte technique, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué apprendre à rédiger une ordonnance ou un réquisitoire. Ce qui est très compliqué, ce qui ne s'apprend pas à l'école, c'est l'expérience de la vie. C'est comme dans les pays anglo-saxons, on devient magistrat qu'après une longue carrière. Alors, il y a même des pays où on est élu. Donc, c'est la légitimité. Chez nous, il faudra... Ça existe, le recrutement latéral, comme on dit, existe. Mais je pense qu'il faut vraiment le développer de manière beaucoup plus large. Aujourd'hui, c'est un problème d'expérience alors qui aboutit à ça, plus le problème idéologique. Les Français
commence à en avoir marre un peu de voir que le constat est là. Il est partagé par de nombreux commentateurs, anciens magistrats, anciens policiers. Et aujourd'hui, on a Didier Migaud à la tête de l'institution justice qui n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. Mais non seulement il n'aura pas l'intention, puisque il a clairement, lors de la passation des pouvoirs, affiché, et ça n'est pas critiquable en soi, c'est sa personnalité. Il a affiché sa filiation idéologique. Il a cité les noms de Badinter, Taubira, donc il est dans cette filiation. Donc ça continuera. Ce qu'a fait Taubira, c'est ce que faisait Badinter dans les années 80. Ce qu'a fait Belloubet, c'est c'est inscrit dans la lignée de Madame Taubira, et Dupond-Moretti aussi. D'ailleurs, toujours la première chose qu'ils ont fait, toujours étant nommés, ils ont tout de suite appelé téléphone Robert Badinter, qui était l'autorité de tutelle morale, qui était un grand avocat, un grand humaniste. J'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Mais cette vision concernant la justice pénale que j'ai combattue, c'est pour ça que je me suis engagé syndicalement au sein de la magistrature, c'est pour combattre cette doctrine. Nous n'y sommes pas arrivés. Et on l'a fait souvent au détriment, croyez bien, de nos propres intérêts, de nos propres carrières. Et donc monsieur Migaud, il est dans cette logique. Vous ne pouvez pas lui demander de faire autre chose que ce à quoi il croit. Et en plus, dans un gouvernement qui n'a pas de majorité politique bien lisible, ça va être compliqué de réformer la justice. On se retrouve dans un instant, si vous souhaitez poser vos questions, 0826 300 300, pour parler avec Georges Fenech, ancien magistrat de l'ensauvagement de la France et de la responsabilité politique et de la responsabilité des juges dans cette situation assez catastrophique. À tout de suite sur Sud Radio. Et tout de suite, on continue de parler de la situation de la justice, de la police et de la sécurité en France avec notre invité Georges Fenech, auteur de L'ensauvagement de la France aux éditions du Rocher. Constat fait depuis des années, livre qui est paru en 2023. En 2024, on voit que s'enchaînent les victimes innocentes, s'enchaînent aussi les débats qui n'auraient pas lieu d'être. Vous l'avez dit tout à l'heure, je n'aimerais pas être à la place de ce juge qui a libéré ce violeur sous OQTF, sachant qu'il était dangereux. Eh bien, ça continue et certains trouvent des excuses à ce choix de libérer des personnalités dangereuses dans la nature. Il y a aussi cette famille qui a perdu sa fille de 2 ans, massacrée à coups de couteau, et qui voit une remise de peine pour son meurtrier qui était lui aussi mineur pendant les faits. On voit l'âge des criminels baisser. Est-ce qu'il y a un problème aussi psychologique dans la société qui fait que de plus en plus tôt, on a affaire à des profils extrêmement dangereux jusqu'à remettre en cause l'excuse de minorité? Oui, alors là, vous touchez du doigt le véritable problème, en réalité, le véritable défi qui est devant nous, c'est celui de la délinquance des mineurs, qui était toujours encore régi par l'ordonnance de 1945, juste à la fin de la guerre. Vous avez un préambule extraordinaire que je vous invite à lire, de l'ordonnance de 45, qui dit que la France n'est pas assez riche de ses enfants sains, etc. Les pères ont été tués à la guerre, il y avait beaucoup d'enfants orphelins, et il y avait une délinquance de mineurs, mais c'était plus, je dirais, des chiens perdus sans collier de Gilbert Cesbron que des gens avec la Kalachnikov d'aujourd'hui, ça n'avait rien à voir. Donc l'idée, c'était le primat de l'éducatif. Voilà. Le tout éducatif qui pouvait se concevoir parfaitement à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus la même délinquance, c'est plus la même criminalité, ce sont plus les mêmes jeunes. Et on a eu, je sais pas, au moins 60 réformes à la marge de cette ordonnance depuis 1945. Et il y a eu surtout le code pénal des mineurs sous Madame Belloubet, qui a été mis en place par Monsieur Dupond-Moretti, qui était une réforme, mais vraiment à contresens historique. Au lieu d'aller dans un sens de plus grande fermeté, de réfléchir effectivement ce que vous évoquez, c'est-à-dire la question de l'excuse de minorité, mais également de la sanction qu'il faut réserver à ces mineurs-là. Or, qu'a fait ce code pénal des mineurs? Donc, je vous parle de 2021. Il a créé ce qu'on appelle la césure du procès pénal. C'est-à-dire que lorsqu'un mineur comparaît devant un tribunal pour enfants, aujourd'hui, le tribunal va le consacrer une audience et lui dira à l'issue de l'audience s'il est coupable ou non coupable, matériellement, des faits. Mais il va renvoyer à une seconde audience qui a lieu 9 mois plus tard pour savoir quelle serait éventuellement la peine qu'on pourrait lui infliger en fonction de l'évolution
son comportement, etc. Comment voulez-vous qu'un jeune qui commette des trafics de drogue, des violences, des attaques au couteau, tout ce que vous voudrez, quand il compare d'un travail, il rentre chez lui le soir. Comment voulez-vous qu'il puisse comprendre, quand on a 14 ou 15 ans, la gravité de ce qu'il vient de commettre, voyez-vous ? Donc quand je dis que c'est une réforme à contresens historique, et d'ailleurs, ils s'en sont un peu aperçus, puisque M. Attal, en quittant Matignon, il laisse dans les tiroirs, l'a-t-il dit, une réforme pour les mineurs, où il faudra des comparutions immédiates. Il faudra peut-être revoir la question des courtes peines d'emprisonnement qu'on a supprimées. Voyez-vous, on a supprimé les courtes peines d'emprisonnement. Donc, c'est le véritable défi. N'entendez pas, à travers ce que je vous dis, qu'il faille incarcérer à tout prix des mineurs primo-délinquants. Mais il faut des sanctions qui soient compréhensibles, lisibles. Quand vous condamnez un mineur à une admonestation, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Je peux rentrer chez moi, mais oui, tu peux rentrer chez toi. Donc il rentre chez lui, on lui dit, mais dans le quartier, mais alors, qu'est-ce qu'on t'a fait ? Bah rien. Et quand il recommence, le tribunal lui dit, oh, on t'avait déjà prévenu. Cette fois-ci, tu n'as pas tenu compte de nos avertissements. En guise de sanction, nous te condamnons à une remise à parents. Je peux rentrer chez moi ? Mais oui, tu peux rentrer chez toi. Il rentre chez lui, et dans son quartier, là-bas, rien. Il devient un caïd. Le gamin de 15 ans, il a affronté la police, la justice, on lui fait rien. Au bout de la 30e fois, parce qu'entre-temps, il y aurait eu du sursis, de liberté sûre et préjudicielle, du sursis avec mise à l'épreuve, il y aura tout un panel absolument extraordinaire pour lui éviter ne serait-ce qu'un jour de prison. Et donc, quand il arrive à la 30e condamnation, j'en ai vu des casiers judiciaires à rallonge de cette façon-là, et que là, il est devenu majeur entre-temps. 18 ans là, il ne comparaît plus devant des magistrats qui ont fait l'école de la magistrature. Il comparaît devant un jury citoyen. Là, c'est pas du tout la même chose. Il comparaît pour un vol avec arme, 8 ans. Quoi ? Je vais faire 8 ans de prison ? Mais pourquoi on m'a pas prévenu plus tôt ? Voyez-vous ? Si vous ne tuez pas dans le... Moi, je vais vous raconter, j'ai le temps, une petite anecdote que je raconte dans mon livre. J'étais face à la passerelle du palais de justice de Lyon, où j'ai exercé mes fonctions, notamment de juge d'instruction des mineurs, en bord de Saône, il y a quelques petites années. Et là, j'entends « Monsieur le juge », je me retourne, je vois un homme d'une quarantaine d'années, de type nord-africain, disons. « Vous êtes monsieur Fenech ?» Je dis « Oui ». Et il me dit « Merci, monsieur le juge ». Je lui dis « Mais de quoi ?» Il dit, vous en souvenez pas ? Vous êtes le premier, vous m'avez mis en prison, j'avais 16 ans. J'ai passé 15 jours. Merci, j'ai compris ce jour-là. Vous m'avez fait comprendre. Je suis marié, je travaille, j'ai 3 enfants. Merci, monsieur le juge. Et il est parti. Voyez-vous ? Oui, donc, s'il n'y a pas... Quand vous aimez vos enfants, vous leur faites comprendre la manière dont ils doivent comprendre, qu'ils doivent respecter l'autorité, respecter la loi. Si vous ne leur faites pas comprendre cela, vous ne leur rendez pas service. Vous les entraînez dans une dérive. Et ce jeune de 14 ans qui tue froidement, il avait combien ? 10 condamnations à son casier judiciaire. Il va exécuter de manière gratuite un père de famille, un chauffeur, en lui mettant une balle à bout touchant. Il avait 10 condamnations à son casier judiciaire. Réfléchissez. Il n'y a pas des responsabilités à ce niveau-là ? Éducative, évidemment, lourde, un vrai problème de société où on laisse glisser, évidemment, tous les enfants qui ont des profils à problème comme ça. Avec nous, au standard, Sandrine, qui souhaitait réagir. Bonjour Sandrine. Alors bonjour monsieur Poulain-Alexis et bonjour monsieur Georges Fenech. Je suis très contente de vous avoir au téléphone, enfin de vous avoir à l'antenne. Je vous ai parlé justement par rapport à la justice. J'ai une question, parce que je vous écoute là, et sur le coup, j'ai eu froid au dos. Ma question, c'est, j'ai la sensation que le fait que le problème éducatif et les problèmes de cette, enfin, on sent qu'il y a une mafia, enfin voilà, au niveau des trafics de drogue, des trafiquants, tout ça, que les juges en fait deviennent, enfin, il y a un problème de corruption. En fait, là, on sent qu'ils ont peur. Et par contre, pour nous, on va manifester. Alors moi, je suis agricultrice, où on va,
à un moment donné exprimer notre colère parce que là, il y a effectivement des agriculteurs qui ont été jugés et là, ça va très vite. C'est-à-dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Voilà ma question. Merci beaucoup Sandrine. Alors le 2 poids 2 mesures de la justice, on a l'impression que oui, pour certains c'est facile de juger et pour les profils à problème, il ne faudrait surtout pas toucher parce que ce serait mal vu ou ça créerait une tension. On le voit ça parfois. Ben oui, moi ce que j'avais relevé quand il y a eu ces manifestations de paysans, d'agriculteurs, ils ont été placés en garde à vue avec une facilité quand même, des poursuites, voilà, qu'on ne voit pas toujours quand il s'agit de la délinquance de droit commun, je dirais, de la vraie délinquance, parce que les agriculteurs ne sont pas des délinquants. Bon, c'est vrai qu'il y a plus de courage, malheureusement, je dirais, à s'en prendre à des gens qui ne sont pas des délinquants d'habitude qu'aux délinquants d'habitude, voilà. Parce que le délinquant d'habitude est devenu une espèce de totem, quoi. Il est, pour certains, l'incarnation de tous nos maux, de notre civilisation, de ce que nous avons fait de mal dans notre histoire, etc. Et donc, il incarne cette mauvaise conscience, voyez-vous. Et donc, il faut tout faire pour lui dire, t'as le droit finalement de faire ce que tu fais, parce que c'est nous qui t'avons amené là, finalement, par nos erreurs. Mais c'est pas lui rendre service de lui dire ça. Parce que c'est de lui dire, tout est permis, finalement. Et ce sont des jeunes qui terminent leur vie, des fois à 25, à 30 ans, sans espoir de fonder une famille, d'avoir un travail, etc. Le trafic de drogue ne mène nulle part. Et ce sont des jeunes qui sont prêts à prendre tous les risques aujourd'hui, y compris de laisser leur peau, donc dans des règlements de compte, par l'argent facile, etc. Parce qu'on leur a pas montré autre chose. Ouais, c'est vrai que c'est assez terrible. Puis il y a eu aussi, on voit, certains s'étaient scandalisés de cette affiche en mémoire de Philippines, qui aurait dû avoir 20 ans il y a de ça quelques jours, tué par un migrant illégal sous OQTF, déjà condamné pour viol, en disant qu'il fallait pas faire un lien, que c'était scandaleux de faire une telle récupération. Or, c'est un fait. On a affaire quand même à un profil dangereux qui n'était pas français et qui a été condamné déjà sur le territoire national pour viol et qui est relâché, comme on le disait, sachant qu'il avait ce profil dangereux. On peut comprendre quand même que les populations en aient marre. Cette malheureuse Philippine mériterait à elle toute seule une commission d'enquête parlementaire. Comme on l'avait fait, moi j'y étais à l'époque pour l'affaire d'Outreau. On avait fait une commission d'enquête parlementaire pour comprendre les dysfonctionnements. Parce que cette affaire, finalement, elle rassemble tous les dysfonctionnements qu'on peut imaginer, quoi. À commencer par ce jeune qui est déjà commis un viol et qui est incarcéré. Pourquoi 6 mois avant sa libération, on connaît la date de sa libération, pourquoi 6 mois avant, on ne prépare pas son expulsion? Pourquoi attendre le jour de sa sortie, le mettre sous OQTF et ensuite voir comment on peut obtenir un laissez-passer? Vous le faites 6 mois à l'avance. Dites-moi, je vais le libérer, et vous demandez au Maroc un laissez-passer au moment où il sera... Moi, je me souviens, quand j'étais juge d'instruction, je faisais très attention à ça. Quand je savais que j'allais rendre une ordonnance de non-lieu, par exemple, pour un étranger clandestin, je prévenais bien en amont la préfecture, prenez vos dispositions. Déjà, première question. Puis après, il y a tellement d'autres questions qui se posent. Mais cette affaire philippine, vraiment, c'est la traduction de notre incapacité, notre aveuglement, voire pire, notre idéologie par rapport à une certaine forme de criminalité. Voilà. Est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau va pouvoir changer la donne au ministère de l'Intérieur, ou est-ce qu'il va être confronté au même dysfonctionnement, au même problème? Il pourra changer la donne s'il a le soutien du Premier ministre, si on le laisse faire. Mais s'il n'a pas de marge de manœuvre, malheureusement, il se heurtera à un mur. Et il faudrait aussi qu'il ait du répondant du côté du ministère de la Justice. Parce que l'Italie vient de nous montrer que c'est possible. L'Italie, Madame Meloni, vient de nous montrer qu'ils ont réduit de 65% l'immigration clandestine. Donc ça veut dire que c'est possible quelque part. Donc il a des leviers en tant que ministre de l'Intérieur, par décret, par arrêté, mais il n'a pas tous les leviers. Donc il lui faudra une confiance du Premier ministre. Il y aura sans doute des arbitrages qui seront faits avec la place Vendôme, le ministère de la Justice. Et puis ensuite, il lui faudra franchir les fourches codines, pour prendre cette expression, de la magistrature,
du Conseil d'État, des cours européennes, etc. Donc la marge de manœuvre, elle est quand même difficile. Il va falloir prendre le vent, mais enfin c'est un Vendéen, prendre le vent peut-être de face quelquefois, mais le franchir. On va marquer une pause et se retrouver dans un instant avec vous, Georges Fenech, on sera magistrat, auteur de L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques aux éditions du Rocher. Et vous pourrez bien sûr poser vos questions 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve pour continuer de parler de la situation sécuritaire, mais aussi de la justice en France avec Georges Fenech, ancien magistrat, ancien député, auteur de L'ensauvagement de la France aux éditions du Rocher. Une situation qui est perfectible. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses qui seraient facilement qu'on pourrait mettre en place, que les pouvoirs publics pourraient mettre en place pour déjà changer la donne en matière de sécurité. En matière de sécurité, de police-justice. Écoutez, les choses simples, je crois pas. Je pense que c'est un travail qui va être fait en profondeur, sur la longue durée. Parce que vous imaginez bien que la question qui nous préoccupe aujourd'hui ne relève pas uniquement de la justice et uniquement de la place Beauvau. Donc c'est tout notre système éducatif, système de responsabilité parentale. Donc ça dépasse largement. Il ne faut pas non plus accabler trop la justice et la police de vouloir régler tous les maux de la société. Non, ils arrivent trop tard. Quand ils sont là, c'est que c'est déjà un peu trop tard. En bout de course. Ça veut dire qu'il y a eu une faille quelque part. Il y a eu des défaillances quelque part. Donc c'est tout notre système éducatif. Peut-être rétablir à l'école ce que moi j'ai connu quand j'étais enfant, les leçons de morale, l'instruction civique, rappeler ce que c'est que la citoyenneté. Voilà, voir peut-être aussi à l'adolescence faire un parcours obligé de citoyenneté. C'est un peu l'idée derrière le SNU, sans doute. C'est ça, oui. Le rendre peut-être obligatoire. Pourquoi pas ? Il faut y réfléchir. Donc vous voyez, c'est un travail d'une génération. Après, évidemment, il faut faire aimer notre pays, ses valeurs. Et ça, c'est une question sentimentale. Ça ne se décrète pas. Comment faire que ces jeunes qui sont en rupture de banc, il faut bien le dire, dans leur quartier, tout à coup se disent « je suis dans un beau pays, j'y suis né, je suis français, et français à part entière, et je vais respecter son histoire, je vais respecter ses traditions, ses valeurs. » Voilà, comment faire en sorte qu'on retrouve ce goût, l'expression est galvaudée, de vivre ensemble, au-delà de ses différences, au-delà de sa religion, etc. Retrouver ce creuset républicain avant que ne se réalise cette prophétie qui de plus en plus se révèle malheureusement vraie, qu'avait lancé Gérard Collomb, que j'ai bien connu à Lyon, et qui, en quittant ses fonctions, il avait dit « Place Beauvau, nous vivons aujourd'hui côte à côte, je crains que demain nous soyons face à face. » C'était assez glaçant. C'était glaçant, mais qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier, sinon avec toutes ces émeutes. Et donc on en est là. Donc ne demandez pas à la justice et à la police de régler un problème qui est beaucoup plus profond. La justice et la police doivent être là. C'est le rempart de notre République. Et malheureusement, je le disais, il y a des défaillances au niveau de la réponse pénale. Mais c'est un travail qui combat au-delà de ces deux institutions. Un travail civilisationnel, générationnel, un long travail. Bien sûr, bien sûr. Avec nous au standard, Richard de Toulouse qui souhaite réagir. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. C'est intéressant d'entendre votre vision et en vous écoutant, j'avais une question. Est-ce que quelque part on n'assiste pas à une faillite depuis qu'on a perdu les valeurs du gaullisme, du vrai, et on les trouve à tous les étages. Et je me posais la question par rapport comment en fait enrayer ça. Et je me posais la question de la classe politique qu'on a pu mettre en place, ou médiatique, ou au sein de notre justice, voire de notre police aussi. Est-ce que c'est pas une classe qui, quelque part...
est-ce que c'est pas une classe qui quelque part est homogène et a une vision un manque de débat du peuple négative en fait, où on ne doit pas respecter la volonté du peuple. Est-ce que la franc-maçonnerie n'est pas finalement le dénominateur commun de toute cette classe? Ne faut-il pas mettre de la transparence pour savoir qui est qui? Lorsqu'on vote, on ne sait pas qui est qui. Merci Richard pour cette réaction. Alors l'homogénéité de la classe dirigeante, au-delà des loges, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un problème de partage d'une vision du monde qui va à l'encontre du bon sens finalement du français moyen? Je ne voudrais pas être blessant vis-à-vis de notre auditeur qui pose des questions qui sont légitimes pour lui, mais moi je ne fais pas partie de cette sphère un peu de complotiste, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, de se dire qu'il y a des instances supérieures qui en réalité dirigent l'outre-monde et ils sont tous bien d'accord et qu'il faudrait de la transparence. Non, moi, je les connais, ça m'est arrivé de faire des conférences chez eux, chez les francs-maçons, notamment pour la lutte contre les sectes, qui est un de mes combats. Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de lâcheté en réalité, beaucoup de faiblesse, sans doute un excès d'humanisme, d'angélisme, comme ça a été reconnu. Et aujourd'hui, on en paye un peu les factures, quoi. Voilà. Redresser la barre aujourd'hui, c'est comme nos finances, là, le budget, vous voyez. On est en train de réaliser qu'on est au bord d'un précipice, tout d'un coup. Ben là, en termes de sécurité, en termes de respect des valeurs républicaines, c'est pas parce qu'on a voté une loi dite contre le séparatisme, renforcer les valeurs de la République, on va régler le problème. Ça ne se décrète pas. L'amour de son pays, le respect des valeurs, ça ne se décrète pas. Ça s'apprend, ça s'éduque pour inculquer cet amour de son pays, de ses valeurs. Voilà, donc c'est un travail éducatif qu'il faut reprendre à zéro. L'école y a sa part, mais pas uniquement l'école, les familles. Les familles d'abord. Donc vous dites qu'en matière sécuritaire, finalement, c'est comme en matière budgétaire, on est au bord du gouffre. Je crois qu'on est en train de payer toutes les factures. En matière sécuritaire, en matière économique et financière, et peut-être même au-delà. Il y a des fractures terribles dans notre pays aujourd'hui. Il y a des fractures, voilà. Des fractures identitaires, religieuses. Mais jamais j'aurais cru qu'on puisse vraiment être sur une pente aussi glissante, quoi. De voir une jeune fille qui gifle sa professeure, un jeune homme qui poignarde sa professeure. Souvenez-vous de son mari dansant autour du cercueil. Mais comment un jeune de 14 ans tuant froidement un père de famille, s'entretuant à coups d'armes blanches? Mais moi, j'ai pas connu ça. Je veux dire, il y avait de la délinquance, mais pas comme ça. Là, on a vraiment franchi un seuil et il serait temps de réagir. Il serait temps de réagir avec plus de courage et de fermeté. Merci beaucoup Georges Fenech d'avoir répondu à nos questions et questions de nos auditeurs. Je rappelle, vous êtes ancien magistrat, ancien député, auteur de L'ensauvagement de la France aux éditions du Rocher. La responsabilité des juges et des politiques, on l'a évoqué au micro de Sud Radio aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaye, autre thématique, le corps et l'esprit sont liés, finalement, comme la police et la justice, d'une certaine façon, mais c'est un autre sujet. À tout de suite sur Sud Radio.